André Barbeau s'intéresse à Nostradamus. Dans L'avenir du monde, il y a un chapitre sur Nostradamus, avec un beau portrait de Nostradamus en page. Là. En compagnie de Nostradamus, ça s'appelle. Je vous rappelle que j'ai réalisé une exposition à la Bibliothèque nationale en 1994. Merveilles entre astrologie et prophétie, merveilles sans images. Je voudrais vous parler donc, comme vous l'avez deviné, des rapports entre astrologie et prophétie aujourd'hui, et notamment autour du travail d'André Barbeau. Alors, donc c'est un ouvrage qui date de 1993, je crois, peu importe. Et il écrit en 1980, je vais revenir sur le destin de l'Union soviétique dans une préface au Century de Nostradamus, édité par le Club du Livre. J'ai évoqué l'interprétation de Jean Montré concernant le 50e quatrain de la 4e centurie de Michel Nostradamus, qui se termine ainsi: que 7 ne tiennent par rang la hiérarchie, laissant en tant que concurrent des États-Unis d'Amérique, le régime de l'URSS aurait cessé d'être lorsque 7 dirigeants successifs auraient occupé la place au Kremlin: Lénine, Staline, Malenkov, Khrouchtchev, Brejnev. Il ne restait ainsi que 2 successeurs à Brejnev, arrivé lui-même au bout de son rouleau. Alors, il parle aussi de Vlaicu Ionescu. Il s'intéresse à l'épître à Henri II. Donc, c'est pas moi qui invente cet intérêt de Barbeau pour Nostradamus. Il avait publié en 61 déjà, avec Anne Barbeau, un travail sur Nostradamus. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le basculement entre l'astrologie et le prophétisme. Comment s'opère ce basculement? Je rappelle que j'ai fait une thèse de doctorat d'État sur le prophétisme en France. Formation et fortune en 1999, que vous pouvez consulter en ligne d'ailleurs. Et dans l'œuvre de quelqu'un comme Lichtenberger, le Mirabilis Liber, c'est un mélange complexe d'astrologie, on parle des conjonctions planétaires, etc., et de prophétie et de littérature prophétique. Donc les deux constituent un ensemble hybride assez intéressant. Alors, qu'en est-il d'André Barbeau? En dehors de ses références à Nostradamus, au Century, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment le prophétisme est entré dans la pensée même de Barbeau, sans qu'il s'en doute nécessairement. Je rappellerai tout de même un phénomène assez curieux, c'est que Barbeau a publié sa prophétie, la référence, le premier livre où il a publié sa prophétie, à part quelques articles, c'est Différentes illustrations de l'astrologie chez Grasset en 1955, donc 400 ans après la date de 1555, qui est présumée être celle de la première parution des Centuries. On ne va pas entrer dans les détails complexes sur ces questions-là. Donc, j'ai étudié de très près, dans des articles que vous avez probablement pu lire sur Internet ces derniers jours, la façon dont Barbeau, non pas a formulé sa prophétie, sa prévision, mais comment cette prévision, après 1989, est devenue en quelque sorte prophétique, de transmutation, une prévision astrologique vers quelque chose de plus prophétique. Et je voudrais en apporter quelques arguments à ce sujet. Premièrement, donc, je rappelle que lorsqu'on étudie la collection de la revue L'Astrologue, qui a été fondée en 1968, et quand on étudie
les 4 numéros des trimestres de l'année 1989, on ne trouve étrangement quasiment rien sur 1989 et sur la prévision de Barbeau. Il ne se réfère pas à cette prévision. Il y a un entrefilet d'une demi-page dans un des numéros qui fait état des orages qui se produisent dans le monde autour de lui, en Europe, parce que l'année quand même est assez perturbée, et il réfère ça, éventuellement, je ne me souviens plus très bien, à Saturne-Neptune. Mais il ne se réfère pas nécessairement à la prévision de 1953, qui avait annoncé 36 ans à l'avance 1989. Ça n'en parle pas du tout. Donc, on s'interroge. On se dit comment une prévision aussi, qui était jugée par Barbeau aussi importante a pu être aussi peu traitée dans les 4 numéros de 1989 où Barbeau se consacre à l'étude des écrivains et des musiciens introvertis. Et la petite demi-page sur les orages de l'époque n'est même pas mentionnée au sommaire qui figure en première page, sur la page de titre du numéro concerné. En revanche, dès qu'on ouvre le numéro du premier trimestre 1990, alors là, c'est le déluge, histoire d'une prévision, et toute l'année 90 va être truffée de références à cette prévision. Alors, pour quelqu'un d'un petit peu, qui réfléchit un petit peu, ça me laisse perplexe. Silence radio en 1989 et hyperactivité médiatique l'année suivante lorsque quelque chose s'est passé. Alors, on peut s'interroger sur ce qui a pu se produire dans l'esprit d'André Barbeau. Comment, à partir de ces données objectives, comment remonter à la problématique d'origine. Alors, un malaise quelque part, probablement, un malaise, qui est lié à plusieurs facteurs. Le premier étant que ce qui se passe à ce moment-là concerne l'Europe de l'Est et pas la Russie, ni l'URSS. Et donc, par conséquent, la corrélation entre la prévision de 1980, de 1953 et les événements de 89 n'est pas évidente. Et ça existe, mais ça n'est, comme Barbeau a pris le risque de localiser les effets de la prévision de la conjonction Saturne-Neptune, il aurait pu ne pas le faire. S'il ne l'avait pas fait, il aurait pu accueillir facilement les événements de l'Europe de l'Est. Mais comme il voulait localiser, il était branché dans les années 50 sur la localisation, ce à quoi il a renoncé par la suite d'ailleurs. Donc cette localisation, elle le gêne. Alors c'est pas très loin, les pays d'Europe de l'Est ne sont pas sans rapport avec l'URSS, mais c'est pas l'URSS. Et en plus, ça a été construit, ça s'est établi après la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc on n'est plus du tout dans la prévision de Barbeau sur 1917, 1953, 1939. Donc, problématique. Et pourquoi, à ce moment-là, en 90, changement de comportement? Je pense que, mais c'est une supposition, je pense que on a pesé le pour et le contre, et finalement, autour de lui, dans son entourage, les gens lui ont dit, regardez, vous avez prévu ceci, etc. Et finalement, Barbeau s'est dit, bon, bah, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre les choses en main, et pourquoi ne pas récupérer cette prévision pour 1989 au regard des événements de 89, le mur de Berlin, etc. Rappelons tout de même que sur la conjonction Saturne-Neptune en 89, Barbeau n'a jamais rien écrit de précis. Hein, on peut voir les différents ouvrages qu'il a publiés entre-temps, il y a toujours soit un blanc, il dit il n'y a rien, je ne sais pas, ou un point d'interrogation. Donc c'est pas absolument flagrant.
Regardez, je vous le représente encore une fois de plus, c'est assez amusant. Dans des références et illustrations de l'astrologie. On a le point d'interrogation pour 1989. Bon, alors, où est-ce que je veux en venir? Ce qui m'intéresse, c'est en fin de compte ce qui se passera par la suite. Parce que en 1989, on n'a absolument aucune certitude que ça va toucher l'URSS. Et que ça va ébranler l'URSS. Il ne faudrait pas écrire l'histoire après coup. Mais quand les événements de 91 se produisent, puisqu'en décembre 91, l'URSS est démantelée, 2 ans après la chute du mur de Berlin, quand même. Alors là, à ce moment-là, Barbauld rencontre un nouveau cas de conscience. Est-ce que il ne faudrait pas corriger le tir et dire que finalement la conjonction Saturne-Neptune, elle s'est réalisée à la fin 91 et non pas à la fin 89. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a jamais que 15 degrés d'écart. Saturne était à 15 degrés après Neptune. Bon, c'est encore une norme acceptable. Eh bien non, pas du tout. Il continue, il persiste, et si, c'est 1989. Et c'est là qu'on tombe dans le prophétique. Pourquoi on tombe dans le prophétique? Parce qu'à ce moment-là, Barbauld va se référer de façon continue au texte de 1955. C'est-à-dire, voilà, la mort de Staline va déboucher sur une ère qui va aboutir à 1989. Donc cette année 1989, on ne peut pas l'évacuer. Elle est là, mais au sens presque nostradamique du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un